Bienvenue à une affaire d'histoire. Mon nom est Normand Mourant et je suis président de la Chambre de commerce du Grand Caraquet. C'est encore une fois avec plaisir que je vous présente cette sixième et dernière émission de la série, Une affaire d'histoire. La belle histoire de la maison touristique du Gars. La maison touristique du gars, elle n'était pas là avant. Il y avait un moulin assis sur le même terrain à l'époque. Et c'est les deux fils, Henri et Nazaire Dugas, qui, suite à une formation en architecture, les premiers architectes acadiens, ont décidé de se bâtir. Henri s'est bâti ici où on est actuellement, à la maison touristique. Et puis Nazaire s'est bâti au bout de la rue du Gars, qui était juste à côté du moulin assis. Donc les deux frères ont pris la relève du moulin assis par la suite. Et puis la maison touristique, elle a été la maison familiale pendant, elle est bâtie au début du siècle. Et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est encore une maison qui est utilisée par la famille, les descendants du gars. Ma belle-mère, qui était Martina Dugas, a eu la maison en héritage, elle, dans les années 70. Eux, ils étaient postés en Allemagne, en Europe, pour l'armée. Ils sont revenus pour prendre la maison. Puis là, bien, il y avait beaucoup d'amis européens. Et ma belle-mère s'est mise dans la tête, elle a dit cette maison-là, c'est trop grand pour mes besoins. J'ai beaucoup d'amis qui n'ont jamais vu l'Acadie. Elle s'est mise à inviter du monde, puis de créer le gîte. Et elle a fait un gîte. Il faut se souvenir que le gîte, dans les années 70, ça n'existait pas. Il y en avait un à Halifax, ça c'est le deuxième. Mais sinon, c'était le mode d'hébergement, c'était hôtel, motel, des petites cabines sur le bord de la mer. Mais aller rester chez quelqu'un d'autre, c'était européen, c'était un concept européen. Il n'y avait tellement pas d'habitude que le nom Maison touristique du gars, c'était un nom inventé par ma belle-mère parce que gîte, en 70, ça n'existait pas. Ça a été une tendance dans les années 80. Tout le monde a fait ça, c'était très agréable. Puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un gîte dans les années 72, officiellement en 77 avec des permis. Mais maintenant, c'est le plus vieux gîte au Canada en longévité. Parce que les gens font ça 10-15 ans, un gîte, ils ont laissé. Donc, ça lui permettait d'utiliser la maison, puis ça faisait des revenus avec. Parce que c'est une maison qui est en érable au complet. Juste les fenêtres, là, le toit, tout entretenir les galeries. La maison, elle est grande, mais il y a des bâtiments aussi là, à côté. Là. Donc, entretenir ça, ça prend un bon salaire. On s'entend que l'armée, ça a des salaires, mais pas pour maintenir ça. Donc, c'était le début du gîte, et très peu de temps après, elle a débordé. Parce que c'était 4 chambres seulement. Et là, bien, quand les gens ont commencé à faire du tourisme, parce que si c'était pas du tourisme, avant, le village historique n'existait même pas. Donc, c'était de la pêche, l'industrie. Donc, ça a pris quelques années et elle envoyait des gens coucher ailleurs chez les amis, puis ils venaient déjeuner ici. Parce que la table pouvait contenir plus de monde que le nombre de personnes qui y couchaient. Donc, au bout de quelques années, elle a incité d'autres gens à faire du tourisme et créer le gîte. Dans la région, je pense qu'on a 10 gîtes maintenant, en Caraquet. Voyez-vous, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire un peu comme lorsqu'on a remplacé les beaux-parents en 2003. Parce que ma belle-mère, elle est venue au monde dans la Chambre bleue ici. Elle, les détails architecturaux, là, elle ne les voyait pas. Elle n'a jamais bâti de maison, elle, là. Donc, on peut voir que c'était bâti différemment pour elle. Là. C'était chez eux, c'était chez Pépère. Pour elle, c'était chez Pépère. Donc, elle ne les voyait pas. Donc, elle faisait valoir la région, puis nous, on a fait valoir la maison. Moi, j'ai déjà bâti d'autres maisons, fait que voir la façon dont ça a été bâti, puis écoutez, on est 100 ans plus tard, là, dans une maison qui est aussi actuelle, aussi confortable que les maisons qu'on bâtit aujourd'hui. C'est assez rare. Les plafonds de 9 pieds et demi, des lattes en tenon mortaise, les murs complets sont en plancher de bois franc. Les plafonds sont en plancher de bois franc. Quand tu regardes toutes les gorges qui viennent faire les moulures au plafond, c'est fait en 3 morceaux différents. Il n'y avait pas toute la machinerie qu'on a aujourd'hui pour faire ça. Fait que moi, quand j'ai commencé à regarder, puis premièrement à repeinturer, là, tu vois plus ces détails, c'est un travail de moine. Les personnes qui ont fait ça à l'époque, oui, ils étaient architectes, oui, il y avait du bois, mais ça prend de la patience. Tu embouffes un morceau de bois, tu le mets au plafond, tu as couvert un pouce et demi. Là, tu fais un autre morceau de bois que tu embouffes, tu ouvres un autre pouce et demi. Donc, ça prend de la patience. Je pense que ces gens-là, ils avaient le mérite de ne pas faire des choses pour eux. Ils faisaient des choses pour des générations à venir. Un peu comme, je m'amuse à dire la chanson des générations là, de mes aïeux. Là. Ils disaient que mon grand-père a cultivé la terre, l'autre a défriché la terre, l'autre, il l'a vendu, mais l'a mis dans ses REER. Bien,
Les filles ici qui sont propriétaires de la maison, elles sont chanceuses d'avoir cette maison-là de qualité, qui est une grande valeur. Mais c'est sûr qu'un jour, si quelqu'un l'aurait vendu mais dans ses REER, il n'aurait plus de valeur. Donc l'architecture de la maison permet la meilleure construction. La maison a permis d'utiliser la maison pendant 6 générations. C'est ça la bonne architecture, d'après moi, là, que ça a donné. Il y avait une grange qui était faite du même déclin, de la même façon, avec la même structure que la maison actuelle. Donc, la grange a été levée, a été mise sur un solage. Donc, ça faisait un bel espace vide dans le bas. On fait une cuisine et un salon communautaire. Puis ma belle-mère avait à l'idée, quand elle recevait, souvenez-vous, les années 70, on voyageait en famille. 80, là. Donc, beaucoup plus de familles. Donc, dans le contexte d'une famille, ça prend plus qu'une chambre. Donc, il y a une cuisine communautaire complète au niveau de la grange, au premier plancher. Et puis là, bien, la grange, niveau structure, elle était relativement solide, mais avec une grande, grande porte de grange. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une âtre spéciale pour mettre une porte. On a accueilli une suite là-dedans. Et ça a fait en sorte que la maison pouvait avoir la même structure. Parce que toucher une structure en bouffetée, c'est dangereux. Donc, on a fait augmenter le nombre de chambres au deuxième étage et prendre le premier plancher, puis mettre 2 suites, mais avec des cuisinettes partout. Donc, ça permettait aux gens de se faire un repas, du souper avec une petite famille, moins cher que d'être toujours au restaurant. Le restaurant devenait un choix. Il y avait l'option de se faire aller chercher des fruits de mer, puis de se faire un petit festin. Puis. Donc ça, c'était la deuxième utilisation des lieux, là, parce que les premières utilisations, il n'a jamais été modifié. Alors, la maison principale, c'est pas modifié, c'est tel quel. Deuxième maison, bien, on a pris une grange, puis on a fait avec ça des chambres avec accès cuisine et des suites. Voyez-vous, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas été long que dans les années 90, déjà, le tourisme avait pris son envol. Le village historique acadien était bien présent. Donc, on ne pouvait pas continuer avec juste ça, là. Juste les 4 chambres ici, les 5 chambres de côté, les 2 suites, ce n'était pas encore suffisant. Donc, lorsqu'ils ont fait tout le démantèlement du sous-sol pour faire le solage de la grange, ils se sont trouvés avec beaucoup de terre, avec lequel ils ont étendu, ils ont fait un terrain de camping. Et pas longtemps après, ils ont encore manqué de place et ils ont aménagé les petites cabines Landry qui étaient sur le bord de la baie de Caraquette. Ils ont aménagé ici en arrière. Donc, ça a donné un peu de problématique légale là, au niveau de l'organisation. Mais finalement, ça s'est résolu. Puis, il y a 5 petites maisonnettes. C'est des maisons miniatures, des cabines. Nous, on les a réaménagées, on les a mis tendance. Fait que maintenant, là-dedans, il y a Internet haute vitesse. Il y a des télévisions, il y a un petit frigo mini-bar. Il y a une cuisine au complet dans la cabine. Et la cuisine et la chambre, c'est la même unité. Donc ça répond à un besoin. Je vous donne un exemple. Cette nuit, il y avait une petite famille avec 2 enfants. Les enfants peuvent pleurer dans la nuit, ça ne dérange personne. Ils sont dans leur unité. Ils sont comme dans une petite chambre d'hôtel, mais avec une cuisine. Ça fait que si la maman a besoin de faire chauffer le lait pour le bébé, tout est là. Fait que le micro-ondes est là, tout est là. Une affaire d'histoire se poursuit après la pause. Les cabines, c'était Michel Landry qui les a opérées pendant plusieurs années, mais ça date des années 40. Et quand j'ai parlé tantôt des modes d'hébergement qu'il y avait avant que les gîtes existent, motel, hôtel et cabine, c'était souvent logé sur le bord de l'eau, sur le bord de la mer. C'était un petit mode d'hébergement assez pratico-pratique. Il y avait là-dedans une chambre et une cuisine avec une salle de bain. Mais c'était salle à 20 par 20. C'est pratico-pratique. Tout est fait en un petit espace, des frigidaires à minibar, mais ça date des années 40 et ça a été ici, sur le bord de la baie de Caraquette, opéré par Michel Landry pendant plusieurs années. Dans les années 90, Martina les a récupérés parce qu'il vendait son garage, donc il vendait tout ce qui était là. Et elle a récupéré les cabines et les a alignées ici sur le terrain, là, près du boisé. La propriété se rendait déjà jusqu'à l'eau à cause du moulin à scie qui était déjà à l'eau. C'était déjà sur le bord de la baie. Les photos qu'on a du moulin à scie, on voit le moulin à scie avec une très grande partie terrestre avant d'avoir accès à l'eau. Aujourd'hui, quand on regarde le bord de l'eau, le moulin à scie, le solage est dans l'eau. Le moulin à scie a brûlé en 1946, donc on est à peu près presque 70 ans plus tard. Le solage est encore là, il est dans l'eau. Donc, actuellement, le terrain, c'est un camping des cabines jusqu'à la mer, c'est un terrain de camping. D'après moi, il n'y aura pas beaucoup d'infrastructures près de l'eau, dû au fait qu'on est directement au niveau de l'eau. On n'a pas de falaise, là. Donc, à chaque année, il y a un pied ou deux qui manque. L'eau en reprend toujours un peu.
Fait que, il va y avoir un camping jusqu'à temps qu'on soit capable de faire du camping, mais quand on aura l'eau jusqu'au bord, bien, on fera du camping flottant, avec des plateformes flottantes. Moi, je suis le mari à Diane, qui était la fille de Martina Dugas. Martina Landry, Camillien Landry. Et lorsqu'on a eu à prendre le choix de prendre la relève, parce que Martina a quand même 76 ans, avait décidé de garder le gîte le plus longtemps possible, on a décidé de quitter les grands centres puis s'en venir vivre en Acadie. Diane, pharmacienne, elle peut travailler où ce qu'elle veut. Donc, moi, j'avais pris une pension anticipée. Donc, je pouvais m'occuper facilement du gîte pour la fiducie potentielle, parce qu'on avait tout créé une fiducie avec Martina pour faire en sorte que quand elle décéderait, la maison était transférée à la génération vivante la plus jeune. Donc, dans le cas du décès, c'était les deux filles, à Diane et moi. Donc, c'est eux qui sont propriétaires actuellement du complexe d'hébergement. Puis, Diane, elle s'appelle Isabeau, et Tessa. C'est les deux propriétaires actuels. Moi, je suis la personne qui gère la fiducie. Donc, c'est moi qui s'occupe, c'est moi qui est là peut-être en figure de proue, mais finalement, c'est moi qui gère la situation jusqu'à temps que la fiducie prenne fin. La fiducie, ça dure 21 ans. Elle a été créée en 2009. Donc, on est pour 21 ans là, à les aider à cheminer, faire en sorte que d'autres projets prennent place sur le site. La culture, c'est une façon d'exprimer une région, une façon d'exprimer des gens. Et puis, si on prend juste l'accent des gens, dès qu'on change de région, on a un accent différent. Donc, on a une culture différente. Et si on peut l'exprimer à travers des toiles ou même des poèmes, parce qu'ici, le jardin sert au théâtre, le festival de poésie. Ils sont dans un environnement qui... Quand on s'assoit au jardin en arrière, ici, on est énergisé. Il y a des arbres de 100 ans qui sont là. Il y a l'aménagement floral. C'est tout de l'aménagement floral qui est d'époque. Il n'y a pas de nouvelle plantation ici. Là. Mais c'est énergisant. Donc, pour ces personnes-là qui sont poètes ou qui sont peintres, leur énergie leur vient de la nature ou leur vient du ressourcement dans ces vieux établissements-là. Donc, mettre une galerie d'art dans une maison de ce calibre-là, c'est comme un plus-value sur les œuvres. Il y a eu, le seul ajout, c'est une galerie arrière qui a été fermée pour faire une salle à lavage. Elle était déjà là à titre de galerie, mais elle était semi-fermée. Donc, il y avait, je me souviens, des moustiquaires tout le tour, ça a été fermé. Donc, si on va dans la salle à lavage, le sous-sol de ça, il n'y en a pas. Il est dans les airs. C'est la seule partie qui a été ajoutée. Il y avait deux galeries, une au-dessus de l'autre. Donc, le deuxième niveau, c'est encore une galerie qui a été fermée. Et puis, on s'en sert comme salle de séjour avec... Il n'y a aucun rideau là-dedans. On voit le soleil rentrer. Puis, mon beau-père mettait toutes ces plantes-là. La maison était construite en même temps que le salon. Sauf que le salon, il y avait un peu de contrôle religieux sur les salons à l'époque. En 1900, avant 1900, dans les maisons canadiennes-françaises, il n'y avait pas de salon. C'était une place à taponnage ou une place à paresseux. Donc, on n'avait pas le temps. Il travaillait d'un soleil à l'autre. Le salon, ça ne servait pas à grand-chose. Il n'en manquait pas, le salon. Là. Il ne manquait pas ça, il ne connaissait pas ça. Donc, quand il y a eu le premier salon ici, il y avait un contrôle, il y avait des portes obligatoires à mettre pour mettre en sorte que le salon soit utilisé dimanche, ou quand Monseigneur y venait, ou le salon servait veiller aux morts. Quand il y avait un mort dans la famille, il mettait ça au salon. Mais avec les années, c'est sûr que ça s'est estompé, ce contrôle religieux-là. Mais le salon, au départ, dans une maison, ça servait à ça. Dans ce que moi j'ai lu, parce que je n'étais pas là à l'époque. La plupart des meubles sont d'époque et la plupart des meubles ont été fabriqués pour les besoins de la famille. Les meubles de salon, ça venait d'Europe, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas de meubles de salon, il fallait les faire venir. Parce qu'on ne fabriquait pas, on ne savait pas comment fabriquer des meubles, j'imagine. D'après M. Leblanc, qui est venu manger ici, qui est un fils de 200 ans dans la même famille où il fabrique des meubles canadiens-français, il disait qu'avant 1900, les meubles de salon canadiens-français, ça n'existait pas. Ça venait d'Europe. Les autres meubles dans la maison, on les fabriquait au fur et à mesure des besoins. Autour de la table, ici, il n'y a pas une chaise qui est pareille. Et ça représentait très bien ce qu'il faisait, c'est que si l'enfant qui sortait de la chaise haute à cette époque-là, bien, on y fabriquait une chaise. Et si le bois qui était prêt, sec, c'était de l'érable, bien, la chaise, c'était en érable. Et le prochain enfant qui sortait de la chaise haute, bien, si le bois qui c'était du chêne, bien, la chaise, c'était en chêne. On fabriquait une chaise. On ne fabriquait pas de meubles qu'on n'avait pas besoin. Là. C'était des jambes, ça. Des meubles pour des meubles, là, on n'avait pas besoin de ça.
Il vivait beaucoup de monde dans les maisons à l'époque et il y avait des meubles qu'il avait besoin d'avoir. Je pense que si on regarde les commentaires que nos touristes nous laissent dans les livres, là, chaque personne l'apprécie, mais pour des façons différentes. Il y a des personnes qui viennent d'ici et sont revenues, là, je vais en recevoir à la porte tantôt, là, pour le bain. On a un bain d'époque avec des pattes. Ils prennent un bain de mousse là-dedans puis ils vivent dans un autre pays. Ça ressemble à Marie-Antoinette. C'est un bain où on voit ça dans les films d'époque où la personne a de la mousse jusque-là dans un bain qui est tout en métal. Nous, on a eu à changer de place pour refaire le revêtement plancher, là, puis c'est du bain. C'est du bain d'époque. À l'époque, ils faisaient ça pesant. Ils faisaient ça solide. Il y a d'autres personnes qui viennent d'ici et c'est le jardin, les espaces. Il y a 45 acres sur le terrain ici, c'est énorme. Mais à l'époque, ils ne se bâtissaient pas sur un timbre. Là, il n'y avait pas de clôture, il n'y avait pas besoin de ça. C'est resté pareil. Des arbres de 100 ans sur un terrain, il n'y en a pas beaucoup. Ici, on en a 10. Ces arbres-là sont immenses, ils amènent une énergie fantastique. D'autres personnes s'assoient dans la chaise berçante qui est dans la salle de séjour en haut. La chaise berçante a 200 ans. Elle a été fabriquée maison. Il y a les deux berceaux sont inégaux. Ça a été fabriqué à la maison. Tu le vois, c'est tout fait à l'aiguine. Donc, ils s'assoient là-dedans, puis ils partent. Ils vivent dans un autre monde. Voyez-vous, dans les années 50, là, il s'est passé quelque chose de terrible dans notre culture, c'est qu'on a abrié tous les planchers de bois franc, on a mis du tapis, on a mis du polar, on a peinturé le cadrage de porte en jaune, en rose, on a sorti les tables de bois. On a eu un écœurement du bois dans les années 50 et on a rentré des belles tables en stainless steel avec de l'arborite rose dessus, puis des belles chaises dans le confortable rembourrées. C'est ça qu'on a fait. Les poêles mélangés, on a sorti ça cul par-dessus tête, ça fallait que ça sorte, on n'était plus capable de voir ça. Ici, il y a eu un vent de conservatisme. C'est sûr que la maison a eu de la couleur sur les murs dès les années de sa construction, parce que ça arrivait, la couleur. Et la maison avait de l'électricité déjà au début du siècle. Bien, elle avait de l'électricité. Elle avait tout son rig électrique, mais ça n'a pas servi à personne avant 1940, parce que l'électricité est rentrée à Caraquette en 1940. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, l'électricité rentrait pour l'industrie. Mais ici, l'industrie, c'est la pêche. Donc, les nécessités en électricité, c'est pas grand, là. La table d'hôte, c'est un autre produit qu'on a créé cette année, parce que les gens arrivent de loin. Ils arrivent des grands centres, Toronto, Montréal, Québec, ou même l'Europe. Puis là, ils me disent, qu'est-ce qu'on mange de différent dans la région? J'ai deux choix. Je ne réponds pas à la question, ou je réponds, puis je les frustre parce qu'ils ne le trouveront pas. Parce que finalement, la gastronomie acadienne qu'on mange, nous, dans nos maisons, souvent dans la période des fêtes, on ne la reproduit pas pour le client. On la reproduit un peu au village historique acadien pour dîner, mais autour d'un bon souper, on n'a pas l'occasion d'avoir un fricot de poulet ou de la morue salée en crème ou encore de la fricassée ou des repas d'époque, là. On n'a pas l'occasion souvent. Ici, on a décidé d'ouvrir la table d'hôte seulement qu'avec ce menu-là. Et ça fonctionne assez bien, mais les plus grands ferveurs de ça, c'est les Européens. Les Européens cherchent la différence dans la gastronomie. Et ici, il y en a beaucoup d'Européens. Donc, c'est eux qui remplissent la table. Tourisme et patrimoine font un très bon mélange. Les gens, encore une fois, je prends un exemple d'un bel hôtel moderne, c'est beau, mais ils sont tous pareils. Donc, quand on rentre dans le patrimoine, on rentre dans l'histoire. L'histoire avait un développement différent, à une époque différente. Et aujourd'hui, à titre d'exemple, on mange tous des jambons coupés. Un jambon, c'est un ballon de football, un jambon. Pourquoi on mange un jambon coupé? Parce qu'à l'époque, ils ne rentraient pas dans le four. On les coupait toutes. On a gardé cette habitude-là. Donc, quand on rentre dans les vieilles maisons comme ça, on réalise plein de choses qui ont été faites. Il y avait une raison pourquoi ils étaient faits différemment. Donc, quand on peut trouver la source, c'est encore plus intéressant. Au retour, la conclusion de l'émission avec Guy Bocage. On a, dans une petite ruralité quelconque, des besoins. Ces besoins-là évoluent. Il faut répondre. On ne peut pas toujours vivre dans le passé. On peut servir ces vieux vestiges-là. C'est très, très, très important de ne pas les oublier. Il ne faut pas oublier qu'on continue à avancer. Donc, on a besoin. Prends l'exemple d'ici, là. On a un hôtel, là. C'est une bannière. C'est très important. On ne pouvait pas continuer à évoluer en tourisme sans avoir à répondre à des besoins actuels. C'est pas tout le monde qui aime ça, là, de vivre dans une maison d'époque. On a d'autres besoins. Donc, on a d'autres... Si on veut faire en sorte qu'il y ait une masse qui suive, il faut suivre. Donc, je pense que c'est un complément.
C'est un complément qu'il faut faire. Dans la région, je compare ça en miniature, là. Si on prend l'exemple de Paris, pourquoi qu'on va là? 50 millions de personnes qui vont là, à Paris, parce que finalement, il y a un patrimoine énorme qui est là. Et ce patrimoine-là vient répondre à une recherche de... On cherche nos ressources, on cherche nos... c'est très, très, très important, le patrimoine. On cherche là-dedans notre ressource. Et on se regarde et on se dit « Ah, c'est pour ça qu'on faisait ça comme ça, c'est pour ça qu'on faisait ça comme ci. » Oui, il y en a un. Et le plus bel exemple, c'est Paris, d'après moi. Nous, on est un petit Paris pour plusieurs Acadiens. On a une histoire à raconter, autant dans l'architecture que dans la façon de vivre, la façon de manger. Moi, je pense que le patrimoine est en soi une sphère d'économie. Parce que je pense que si on retirait le patrimoine, on pourrait en faire abstraction du jour au lendemain, on perdrait une grande partie du PIB. C'est un outil de marketing. Ici, là, on s'est positionné depuis 2003. On explique le gîte comme un gîte uniquement architectural. C'est un peu comme des gîtes, il y en a des gîtes, toutes sortes de gîtes. Dans les formations qu'ils donnent aux jeunes en tourisme, ils leur disent « A room is never just a room ». Un gîte, c'est jamais juste un gîte. C'est d'autres choses. Il s'agit de trouver c'est quoi. Je pense que c'est un label de qualité pour les personnes en recherche d'histoire, de sources, les personnes qui apprécient énormément. Parce que finalement, quand on rentre dans cette maison-ci, on voit des boiseries. Quand j'ai fini d'expliquer, on voit un musée. Je pense que le patrimoine n'est pas menacé par les bannières. C'est un complément. Si on veut être capable d'avoir beaucoup de gens qui viennent dans une région, il faut répondre à beaucoup de besoins différents. Et le patrimoine répond à une grande clientèle, mais ne répond pas à tout le monde. Il répond à une clientèle spécifique qui recherche ça. Mais dans la région ici, il faut être capable de répondre aussi à une clientèle qui recherche la modernité, recherche ces bannières-là, le confort et la facilité très, très actuelle. Il y a des personnes qui ne jurent que par ça. On ne peut pas ralentir ça. Il faut que ce soit un complément. Et à date, ça l'est bien. Parce que ça fait en sorte qu'ici, dans la ville de Caraquette, on a un inventaire de chambres assez grand, très diversifié, et qui répond à une clientèle très diversifiée. On ne peut pas juste répondre à une sorte de clientèle. Nos plans futurs sont encore là, de rattacher à la maison touristique une école équestre. Les propriétaires actuels, qui sont Isabeau et Tessa, Isabeau, c'est une passionnée de chevaux. Elle a une formation en management, puis elle va continuer sa formation au Mexique, dans un centre équestre, parce qu'elle voudrait avoir un centre équestre. Actuellement, on est occupé l'hiver, mais pas suffisamment, puis pas à un prix où on aimerait louer nos emplacements. Donc, l'école viendrait complémenter ça. Donc, ça permettait, le fait d'avoir un beau gîte patrimonial comme celui-là, et le faire vivre et le rattacher à un centre équestre, ça permet à Isabeau de vivre sa passion et de pouvoir continuer à vivre dans une belle qualité de vie qui est Caraquette. Nous espérons que vous avez apprécié cette dernière émission de la série Une affaire d'histoire. Le patrimoine, qu'il soit matériel, immatériel ou naturel, est avant tout un témoignage de notre identité. On ne peut pas donc se permettre de le perdre sans perdre une partie de nous-mêmes. Pour un développement durable et de qualité, préservons notre patrimoine tout en y brassant de bonnes affaires.